595 mètres. Après avoir parcouru 125 km et avoir reçu plus de 200 affluents, elle se jette dans la rivière Doubs, en aval de Dole, dans le département du Jura. Ce n'est pas par hasard que les habitants de la vallée, redoutant ses colères violentes, baptisèrent jadis la Loue la Louve. Car c'est une rivière sauvage et capricieuse, débordant d'énergie, qui va tout au long de son cours changer de visage à maintes reprises. Après un long trajet souterrain au cœur de la montagne calcaire, la Loue bondit en cascade des entrailles de la terre. Vive et torrentueuse, sautant entre les rochers, elle parcourt les gorges profondes et sauvages de l'Oise. C'est la haute Loue, longue d'une vingtaine de kilomètres, qui poursuit ensuite son chemin à travers une vallée encaissée. C'est le royaume de superbes truites variées sauvages, connues dans l'Europe entière pour leur célérité. À partir du village de Mézières, en aval d'Ornans, jusqu'à Chêne-sey-Buyon, serpente la moyenne Loue, la plus belle, la Loue mythique, avec ses ombres qui règnent en maître des lieux. Plus large et plus assagie, la Loue coule désormais plus calmement dans un écrin de verdure, tout en continuant de changer sans cesse de profil. Sur une vingtaine de kilomètres, son cours n'est qu'une succession de rapides, de calmes et de gravières. Par endroits, un barrage ou un bloc rocheux provoque la création de zones profondes et calmes, appelées miroirs. Chêne-sey et Quingey commence la basse Loue. Là encore, l'aspect de la rivière change souvent. Les fonds rocheux, en amont de Quingey, laissent progressivement la place aux fonds couverts de sédiments. Les ombres étruites, moins présents sur ce parcours et souvent mêlées aux poissons blancs, sont cependant de très belle taille. La Loue continue tranquillement à s'écouler, de plus en plus large et puissante, grâce à de nombreux affluents qu'elle va recevoir, dont les plus grands et les plus connus sont la Furieuse et la Cuisance. Finalement, après un parcours d'environ 80 km en long, la Loue va définitivement mêler ses eaux avec celles du Doubs en aval de Dole. Depuis toujours, la Loue exerce une véritable fascination sur les pêcheurs par sa beauté et la qualité extraordinaire de ses eaux, mais aussi et surtout par ses ombres. François de Giorgi nous explique qu'il existe entre eux une relation toute particulière. Alors, l'ombre est une belle espèce qui est indicatrice d'un certain type de rivière. Bon, il faut savoir déjà que l'ombre sur une rivière comme la Loue est là, effectivement, depuis ce qu'on pourrait appeler la nuit des temps, enfin pratiquement plus de 10 000 ans, hein, depuis la dernière glaciation, la fin du Wurm, l'ombre est présent. Alors il est indicateur, c'est une espèce qui est indicatrice d'un certain type de rivière, parce qu'il a des exigences en termes de température, en termes d'hydrodynamique, en termes de vitesse de courant, de forme de cours d'eau très très particulière, à tel point qu'il a servi donc d'indicateur d'une zone écologique pour les pêcheurs connaissent bien, les zones à truites, zones à ombre, zones à barbeaux, zones à brème. Alors en fait on verra que c'est un peu plus compliqué que cela, parce que comme d'une part les écosystèmes sont en train d'être profondément bouleversés, en particulier les écosystèmes aquatiques, et d'autre part l'ombre est aussi une espèce plastique, l'indication de zone est maintenant un petit peu plus difficile à décrypter. Alors pourquoi, qu'est-ce qui se passe ? En fait, déjà, on assiste au niveau du territoire européen à un réchauffement des cours d'eau qui est autrement plus important que le réchauffement de la planète, que le réchauffement atmosphérique. Réchauffement des cours d'eau qui est dû à toute une série de pratiques, c'est une espèce de syndrome, donc tout un ensemble de choses, drainage, pompage, modification de la forme des cours d'eau. Bon, toujours est-il que la température estivale des cours d'eau a tendance à chauffer énormément plus qu'avant. Or, comme l'ombre est très très sensible à la température, selon les cas, soit il va avoir tendance à remonter dans les cours d'eau, c'est ce qui se passe dans la Loue, hein, parce que la Loue, qui est une fabuleuse rivière à ombre encore maintenant,
a encore des potentiels, mais elle aussi, elle est perturbée. Donc l'ombre a tendance, en particulier sur la Loue, à remonter, à apparaître à des endroits où, pendant 10 000 ans, il n'a jamais été, hein, vers l'amont. Et par contre, donc, les populations aval souffrent. Il y a des fluctuations interannuelles très importantes, et dans les mauvaises périodes, on a des populations qui sont en danger. Ça, c'est quelque chose d'important. Alors l'autre chose qu'il faut dire sur l'ombre, c'est qu'il a pas seulement une sensibilité à la température, il a aussi une sensibilité très particulière à la morphodynamique, donc à l'ensemble de la forme et de la diversité et de la nature des écoulements. Donc ça aussi les pêcheurs doivent le savoir, puisque pour arriver à être un bon pêcheur d'ombre, il faut arriver à lire le cours d'eau. Il faut absolument savoir comment les courants s'organisent, et l'ombre s'organise par rapport au courant, que ce soit pour se reproduire au niveau des frayères, hein, où il a besoin d'une combinaison de gravier, de hauteur d'eau et de vitesse de courant très particulière, ou que ce soit pour se nourrir. Donc l'ombre est très très sensible à cet aspect physique des cours d'eau. Or, on en a déjà parlé pour le problème des réchauffements. Une des grosses perturbations que subissent les cours d'eau européens, c'est justement des perturbations physiques. En somme, la pollution physique, c'est tout aussi important et tout aussi grave, et des fois plus irrémédiable que la pollution chimique. C'est quelque chose qui est très, très grave pour l'ombre, c'est qu'on lui change son habitat, et donc il a tendance à régresser, voire à disparaître. Sur la Loue, on a encore des populations tout à fait superbes. Il y a même des populations qui sont là où elles n'étaient pas avant, mais ce n'est pas bon signe parce qu'elles sont obligées de remonter. C'est une espèce de phénomène de refuge vers l'amont. Sur les parties basses, on a encore des belles populations, mais elles sont fluctuantes, c'est-à-dire qu'elles passent des fois presque d'une légère surabondance, puis après elles ont tendance à chuter complètement. Sur les autres rivières de France, la situation est nettement plus préoccupante, et je pense que c'est une espèce qu'il faut absolument protéger parce qu'elle est en grave danger de disparition. Capricieux, fantasque, énigmatique, l'ombre commun, ou Timalus timalus, intrigue et passionne les pêcheurs, de plus en plus nombreux à sa recherche. Rares sont ceux qui, après l'avoir rencontré, ne tombent pas amoureux de ce magnifique poisson, caractérisé par sa grande nageoire dorsale, qui lui vaut son surnom de porte-étendard, aux couleurs irisées, rosées, violacées, bleuâtres, striées de noir. Contrairement à ce que pensent beaucoup de pêcheurs, l'ombre n'est pas un salmonidé, mais il appartient à la famille des Timalidés. Il doit son nom de Timalus à l'odeur du thym, thymus en latin, qu'aurait sa chair lorsqu'il est fraîchement pêché. Toujours présent et actif presque toute l'année, l'ombre est constamment en pleine eau. Il ne disparaît qu'exceptionnellement. Il semble toujours avoir faim, car il cherche sans cesse une proie à se mettre sous la dent. Mais ici, sur la Loue, pas besoin de se donner beaucoup de peine pour trouver sa pitance, car la rivière est riche, très riche. Ses eaux calcaires, toujours fraîches et au débit important, recèlent une faune aquatique particulièrement abondante. Toutes les grandes familles d'insectes sont présentes, éphémères, trichoptères, plécoptères. C'est ce qui explique la présence sur la Loue de poissons d'une taille dépassant couramment les 45 cm. En plus de cette nourriture abondante, c'est par un grand nombre de postes aussi riches que variés que la Loue offre à ses ombres tout ce dont ils ont besoin pour vivre, se nourrir et se reproduire. Le parcours Mouche de Chênessay-Buillon, long d'environ 1 km, est le plus beau parcours public sur toute la Loue. Il est géré par l'association APL, dont le président est Jean-Pierre Hérold. Voilà, nous sommes sur la moyenne Loue, au niveau du village de Chênessay, sur un parcours de la société de pêche APL, Amicale des pêcheurs relancés. Amicale, j'y tiens un petit peu, ça résonne une certaine philosophie. Ceci dit, c'est un parcours qui a été créé en 1967 et qui est géré de façon à mettre en valeur le cheptel sauvage, les populations naturelles de la rivière. Nous ne faisons pas d'alvinage, nous essayons de limiter les prises, d'augmenter les tailles. Donc sur ce parcours mouche, la limitation est à 1 poisson par jour et la taille est à 32, que ce soit l'ombre ou la truite. En particulier pour l'ombre, il est très important d'augmenter les tailles de façon à leur permettre de se reproduire au moins une fois au cours de leur vie.
Et nous avons sur ce parcours des sites qui conviennent, qui sont aptes à accueillir la reproduction de l'ombre, donc des frayères naturelles qui sont relativement convenables encore. Malgré tout, ce parcours subit des agressions physiques et des agressions chimiques. Physique, c'est le réchauffement de la température de l'eau moyenne. Il se fait que plus en plus les populations d'ombre remontent la rivière pour rechercher des zones qui leur conviennent bien, en particulier les gravières, pour la reproduction, pour l'alimentation, mais ces gravières, comme on pourra le voir, sont souvent colmatées, encombrées par des développements d'algues parasites qui provoquent le colmatage des fonds, perturbent la reproduction du poisson, donc nous pose un vrai problème de gestion. Il faut savoir aussi que ce poisson n'est pas constamment au même endroit. Je dirais, pour simplifier les choses, il a sa chambre à coucher, il a sa salle à manger, et puis éventuellement sa zone de reproduction. Donc sa biologie fait qu'on va le trouver à différents endroits, à différents moments, de l'année en particulier. En début d'année, il est plutôt fixé sur les invertébrés du fond de la rivière. Et au fur et à mesure de l'avancement de l'année, lorsque les éclosions ont lieu, il devient moucheur, il s'intéresse beaucoup aux insectes aériens et en particulier à toute la population d'éphémères, de plécoptères qui sont encore bien représentés dans le Val de Loup. L'inconvénient que je citais tout à l'heure, le colmatage des fonds, fait qu'en période estivale, les émergences et les éclosions ont tendance à diminuer ou à devenir monospécifiques. C'est-à-dire qu'on peut avoir à certains moments des éclosions massives. Par exemple, d'Ephemerella ignita, la toute petite mouche rouge, absolument massive, et un calme plat pendant le reste de la journée. Il y a aussi un développement relativement abondant des mollusques. Les mollusques qui se nourrissent sur les algues dont je parlais et qui en fait ne constituent pas le mets privilégié pour l'ombre. Ils s'alimentent en partie, mais disons que c'est déjà un détournement d'alimentation. Jackie Rohrig est passionné par l'ombre qu'il pêche régulièrement dans les plus belles rivières de France et d'Europe, parmi lesquelles la Loue occupe une place privilégiée. Cette année, c'est sur le parcours de Chensey qu'il a décidé de finir la saison. Là, je suis originaire des Vosges. J'ai appris à pêcher la mouche sur la Moselle, une rivière limpide qui se prête fort bien à la pêche à la nymphe et qui contient surtout des ombres, un poisson pour lequel je me suis pris de passion. Et donc, cette passion de la nymphe et de l'ombre m'ont conduit ici, en Franche-Comté, sur les bords de la Loue, pour justement pêcher peut-être la plus réputée, la plus mythique des rivières, qui est la Loue, pour l'ombre, et qui se prête fort bien à la pêche que je préfère, donc la nymphe à vue. Donc l'ombre est un poisson vraiment, disons, le meilleur compagnon du moucheur. Autant la truite est un poisson dont il faut subir les caprices. L'ombre, on peut le pêcher à tout moment et il est un véritable complice pour nous. Alors l'ombre se pêche, disons, en sèche peut-être, à certains moments. Il y a les retombées de fourmis, il y a l'arrière-saison qui est magnifique, mais c'est le poisson rêvé pour la pêche à la nymphe, puisqu'il passe son temps à s'alimenter sur les gravières, sous l'eau, et donc il est toujours disponible pour nous pour le solliciter avec une nymphe. Donc nous nous trouvons ici à Chensey-Buyon, sur le cours moyen de la Loue, avec une rivière qui a une bonne envergure. C'est une rivière magnifique pour pêcher l'ombre, où il a vraiment des courants, des fosses sur lesquelles se placer. Et donc cette rivière a la particularité d'être assez typée. Il y a vraiment des endroits, des courants à ombre comme on en voit peu ailleurs, des courants qui sont longs, réguliers, avec de magnifiques cuvettes. Bon, c'est un endroit aussi où la population est mixte, c'est une zone de transition aussi. Font leur apparition quelques poissons blancs.
Et c'est là qu'on s'aperçoit que l'ombre est vraiment à sa place intermédiaire dans les cours d'eau. C'est un poisson qui peut avoir une expansion remarquable et il y a plein de rivières où l'ombre est présente déjà, mais où il pourra encore s'implanter pour permettre aux moucheurs de vraiment profiter de leur art. C'est un poisson qui a vraiment des perspectives d'avenir énormes. Donc une de mes pêches préférées de l'ombre est la pêche de l'ombre dans les faibles profondeurs, dans les plats, vraiment des gravières très tranquilles où l'approche est capitale et on a le loisir d'observer ces poissons qui fouillent le fond, là, qui sont vraiment innocents de notre présence. Et ça, c'est une pêche très fine avec des imitations très peu lestées. J'utilise beaucoup des petits gamards qui constituent une bonne part de la nourriture de l'ombre et des nymphes vraiment légères. Ça, c'est une pêche très agréable à pratiquer. Mais sur des rivières plus amples, il faut souvent aussi pêcher avec d'autres techniques aveugles, comme la nymphophile, qui est une technique souvent très productive pour aller solliciter les ombres un peu profonds dans les courants. Et puis bon, on peut aussi envisager de prospecter vraiment le fond du pool, le fond du bocal avec une roulette. Mais bon, c'est une pêche déjà un petit peu moins attrayante. Mais la pêche des courants avec des nymphes tout à fait classiques, parce que j'ai fait pas mal d'expériences sur les nymphes. J'en ai fait de toutes les couleurs, de tous les formats, de toutes les tailles. Et je me suis aperçu que sur des poissons qui sont un petit peu éduqués, il faut en revenir à la simplicité, avec des nymphes qui se tournent autour de la faisantaille et de l'oreille de lièvre, mais qui sont toujours très efficaces. Au 10 centièmes, il ne faut pas trop les brusquer. Ce sont des jolis poissons, bien vigoureux. Je le maintiens dans le calme. Et je vais aller le chercher, parce que s'il revient dans le courant, voilà, il ira bien. Petit mais combatif dans ce genre de rivière. Vas-y Coco. Il s'agit d'un nombre sympathique de la Loue, bien vigoureux, qui m'a pris en plein courant. Poisson 35-37 cm, 35 disons, que je mets à l'épuisette. On
mettre à l'eau en réoxygénant un peu. Alors, Coco. Parce que c'est bagarré fort. Ouais, alors dans ce courant, donc, on a pêché au moyen de la technique dite de la nymphophile, c'est-à-dire en posant le fil sur l'eau, un fil qui est graissé ou qui peut être fluo, enfin il y a toutes sortes de variantes possibles, quoi, qui permet donc de déterminer la prise de la nymphe qui dérive librement dans le courant par le poisson. Alors ça se manifeste pour avoir de bons yeux quand même et être rapide au ferrage parce que la tirée est souvent très rapide, donc il faut réagir à seconde pour avoir ce poisson. Donc c'est une technique qui est parfois décriée, hein. C'est une technique donc qu'on rapproche parfois de la pêche au toc et d'autres choses de genre. Bon, c'est une technique qui est parfois la seule envisageable tout simplement. Moi mes préférences vont à la nymphe à vue, mais là je vois rien dans ce courant, je suis regret de dire, il y a 1,50 m d'eau au fond de la cuvette et les ombres je ne peux pas les solliciter autrement. Alors c'est vrai que bon, certains parlent d'asticots plombés ou de choses comme ça. J'ai souvenir de monsieur Henri Bresson sur la Moselle, croisé il y a 2 ans, qui, m'ayant vu pratiquer ainsi, m'avait qualifié un petit peu de pêcheur asticot plombé. C'est sûr, mais moi je pense que cette technique, si redoutable soit-elle, hein, si elle est utilisée dans un bon esprit, dans un esprit finalement sportif qui consiste à prendre du poisson, combattre un poisson aussi vaillant que l'ombre, et puis surtout le remettre à l'eau, moi je pense qu'elle ne fait pas de mal aux rivières. On peut pêcher en sèche et faire beaucoup de mal aux rivières. Il y a autour de l'ombre commun encore beaucoup d'ombre, sur son nom par exemple. Selon une étude, il apparaît pour la première fois au IVe siècle avant Jésus-Christ dans un poème écrit par Ausone, poète gallo-romain. Un des vers composant ce poème qui glorifie la beauté de la rivière Moselle parle de l'ombre légère qui échappe au regard tant sa nage est rapide. C'est dans cette même rivière Moselle que Jackie a attrapé ses premiers ombres. A-t-il lui aussi été impressionné par la rapidité extraordinaire avec laquelle ce poisson se déplace et se nourrit? C'est peut-être ce qui a permis à Jackie, lui aussi, d'apprendre à maîtriser tous ses gestes avec autant de précision. Super poisson. Voilà, on voit bien ce bel ombre là qui est un poisson au corps fuselé, hein, qui est fait pour tenir dans les courants. Avec sa nageoire aussi, puis ses pectorales, ses ailerons bien marqués. Là on a un super poisson là. Ah, coco. Voilà. On remarque aussi son œil là, son œil piriforme, caractéristique là, qui ressemble à celui des corégoudes. Il n'y a que ces 2 poissons qui l'ont, qui lui permettent une vision aiguë des larves. La gueule aussi, orientée sur le fond, qui indique bien que c'est un poisson pour la nymphe, pas pour la sèche, même si certains disent que, eh ouais, c'est un mâle, un beau mâle, assez haut, assez trapu. Il n'y a guère que ceux de la Bienne qui sont un peu plus hauts que ça encore. Mais c'est des jolis poissons. Allez, coucou. L'histoire de Jean-Marc Chignard est inséparable de celle de la Loue, car de nombreux produits qu'il a mis au point, commercialisés par son entreprise Mouche de Charette, sont le résultat d'innombrables parties de pêche dans les eaux claires de la Loue, où il a dû se confronter à des poissons réputés pour leur grande méfiance. La Loue est une rivière que je pêche depuis plus de 20 ans. C'est certainement l'une des rivières qui m'a le plus appris le comportement du poisson, car on a l'avantage d'avoir une rivière qui est claire et qui est comme très bien gérée, elle a beaucoup de poissons. Et en plus de ça, ces poissons sont relativement assez éduqués, donc on est obligé de toujours se remettre en question. C'est une rivière comme aujourd'hui que je vais attaquer comme je fais d'habitude en nymphe à vue, qui est l'une de mes techniques préférées. Et ensuite, suivant l'évolution de la journée, on aura certainement un peu d'activité en surface, donc on va pêcher en sèche, qui est aussi l'une des très belles techniques. Donc pour ce genre de pêche, j'ai un matériel très polyvalent. J'utilise une canne de 8 pieds 6 en soie de 4. Là-dessus, je vais l'équiper d'un bas de ligne qui fait en moyenne 4,50 m, 5 m pour la nymphe et je veux dire 4,50 m pour la sèche. Au cours du soir, je vais bien entendu réduire mon bas de ligne. Et au niveau des nymphes, donc on utilisera des toutes petites nymphes.
Et au niveau sèche, ça sera plutôt de l'émergente, car on a peu de grosses mouches sur cette rivière. Donc pour bien pratiquer cette pêche en affât vu, qui est la pêche la plus pratiquée sur la Loue, il faut tout d'abord savoir approcher le poisson, donc savoir le localiser. Parce que c'est une rivière où la rivière est tellement claire, où on voit les poissons et on se dit « oh, je vais pouvoir le pêcher ». Trop tard, le poisson nous a vus. Donc il faut vraiment arriver à monter la rivière tout doucement, localiser son poisson, faire comme si on pêchait en sèche. Donc on voit un gobage, on se positionne et on va faire son poisson. En affât vu, c'est pareil, simplement qu'on va simplement changer le système des leurres, on va passer sous l'eau avec des nymphes plus ou moins plombées en fonction de la vitesse du courant. Donc moi ce que je conseille aux gens, c'est toujours pêcher en remontant et éviter de pêcher aux 3/4. Pas se dire les truites c'est délicat et les ombres ils nous laissent approcher. Les ombres c'est exactement pareil et voire de plus en plus. C'est-à-dire qu'un ombre il faut l'approcher par derrière. Il ne faut pas essayer de descendre dessus ou de se mettre par 3/4. Un poisson qui ne nous a pas vu, c'est un poisson qui se fera. Un poisson qui nous a vu, on a très peu de chances de le faire. Il y a un élément encore essentiel qui est vraiment très important pour la pêche en affât vu, c'est d'avoir déjà un chapeau pour se protéger des rayons du soleil et d'avoir une paire de lunettes polarisantes vraiment très efficaces. Donc ça fait 15 ans déjà que j'ai mis au point des lunettes qui sont souvent jaunes légèrement olive pour ne pas abîmer les yeux, avec des verres photochromiques ou non, donc qui vont nous donner beaucoup plus de luminosité et qui vont avoir une polarisation parfaite. Donc ça c'est sans lunettes, vous pouvez déjà enlever 90% des poissons. Voir sans être vu, telle est la principale règle pour réussir sa pêche sur la Loue, mais encore faut-il savoir localiser les poissons. Jean-Marc connaît parfaitement ce parcours et sait à tout moment de l'année quel type de poste occupe les ombres. Même s'il ne les voit pas, il sait qu'en cette fin de saison, ils évoluent le plus souvent dans la veine centrale, sous une confortable hauteur d'eau. Mais pour un pêcheur qui pour la première fois aborde la Loue, avant de se mettre en action de pêche, il lui faut longuement observer la rivière et de loin, afin de comprendre l'écoulement des eaux et comment s'organisent les différents courants. Donc un ombre, pour éviter de le prendre à la main, on essaie de prendre simplement la nymphe et puis on le décroche. Voilà, là j'ai eu de la chance, ils sont toujours piqués sur la bordure, donc c'est impeccable comme ça. On n'a pas fait souffrir. Donc la pêche en affât vu, c'est comme la pêche en sèche, c'est la présentation qui va compter avant même l'imitation. C'est-à-dire qu'il vaut toujours mieux avoir une vilaine mouche bien présentée qu'une bonne mouche mal présentée. Donc pour la pêche en affât vu dans la Loue, j'ai à peu près 5-6 nymphes essentielles qui sont la plupart du temps de toute manière des petites nymphes, puisque si je pêche à vue, je vais pêcher quand même dans les bordures ou dans les endroits pas trop profonds. Par contre, ces petites nymphes qui sont entre des hameçons de 16 à 22 seront de 2-3 plombages différents pour justement encore soigner mieux ma présentation suivant la vitesse du courant. Donc par contre, il arrive souvent qu'en cours de la journée, on ait des éclosions qui durent suffisamment longtemps ou des fois même très courts et là-dessus, il faut avoir les mouches appropriées pour la Loue. Donc j'ai également une sélection qui est constituée d'émergentes, de subsedge, quelques spentes et là-dessus, on va pouvoir arriver à pêcher tous les poissons sur cette rivière. Et il y a une mouche aussi très importante sur la Loue, c'est la mouche d'Ornans, bien entendu. Belle truite qui était vraiment dans 15 cm d'eau sans bouger.
Là j'ai mis une micro-nymphe, elles me sont de 24. Donc c'est vraiment c'est beaucoup de lignes ça. Il doit faire pas loin du kilo ça. Plus 10 kg ça. Poisson qui doit faire 1 kg, 1 kg 3, 1 kg 4. Pendant ce temps-là, sur le parcours de Shensei, Jackie Rohrig continue sa pêche fructueuse, toujours au même endroit. Il ratisse méticuleusement chaque veine d'eau, ne quittant pas des yeux le fil, son seul indicateur de touche. Car Jackie est convaincu que ce type de poste abrite au moins une dizaine d'ombres. Cette nouvelle prise confirme qu'il a sûrement raison. Combattre un poisson de belle taille dans un fort courant n'est pas une chose aisée. La moindre inattention, et c'est le décrochage ou la casse. Il faut maîtriser chaque geste, ne pas obliger le poisson à remonter le courant et ne pas lui opposer trop de résistance. Tout cela sans précipitation, en restant concentré et patient jusqu'au dernier moment où, épuisé, le poisson se laissera épuiser. À Shensei, on parlera encore longtemps de Jackie Rohrig. Ce jour-là, il a renforcé sa réputation car il a fait une pêche miraculeuse. Sur chaque poste, les prises se sont succédées l'une après l'autre. Au total, il en a capturé plus d'une vingtaine. Mais au fait, ça veut dire quoi, un grand pêcheur ? C'est quelqu'un qui est capable, dans n'importe quelle rivière du monde, de localiser le poisson au premier coup d'œil, d'identifier sa proie du moment, de choisir la bonne imitation, de la présenter de façon irréprochable et surtout d'attraper le poisson dès les premiers passages. Et lorsque ce grand pêcheur, au terme de cette belle aventure, relâche sa prise, il devient alors un pêcheur exceptionnel, comme Jackie. Laurent Guillermin travaille pour l'entreprise Mouche de Charette, mais il écrit également pour la presse halieutique. C'est ici, sur la Loue, qu'il vit souvent des moments exceptionnels qu'il raconte par la suite dans ses articles. Alors nous sommes sur la Loue, c'est une rivière mythique, c'est même plus la peine de la présenter, mais par contre on est arrivé sur un parcours que je ne connais pas. Donc quand on ne connaît pas un parcours, il n'est pas facile toujours de trouver la pêche du premier coup. Moi, la technique que j'emploie particulièrement, c'est en fait de prendre un matériel polyvalent. J'ai tout de suite monté une 9 pieds soit 5 qui va nous permettre de pêcher dans toutes les conditions. Elle va permettre de pêcher à vue, elle va aussi permettre de pêcher au fil. On ne sait pas encore comment on va aborder la rivière parce qu'on ne sait pas où le poisson va se trouver ce matin. Il va donc falloir commencer par regarder les bordures. Peut-être que les truites et les ombres sont postées de manière visible, donc on va pouvoir les attaquer avec des nymphes plutôt légères. C'est ce qu'on appelle la pêche en nymphe à vue. C'est une pêche qui est plutôt basée sur la vision du poisson et la prise de la nymphe, donc il faut bien observer les réactions du poisson. Ensuite, je pense que en avançant dans la journée, on va passer à une pêche qu'on dit au fil, c'est-à-dire qu'une pêche plus aveugle. Le soleil se levant, le poisson va descendre, il va se placer sur les courants principaux au fond de la rivière. Et donc là, il va falloir détecter la touche de manière quasi instinctive et aussi avec certains signes qu'on peut repérer sur la soie, comme on l'expliquera tout à l'heure. Pour cette pêche, on va utiliser des nymphes légèrement plus lourdes, quoique il y a des nuances, des nymphes qui brillent un peu, des nymphes qui vont attirer le poisson, parce que là on ne sait pas vraiment où est le poisson vu qu'on ne le voit pas. Donc il faut en fait que le poisson vienne à la mouche, ce qui est un peu plus compliqué. Mais je pense qu'avec des nymphes légèrement plus lestées, des nymphes à perles, des nymphes à billes dorées, des nymphes qui ont un peu de tincelle, on va pouvoir
faire venir les poissons, en particulier les ombres qui sont très sensibles à tout ce qui brille, comme on le sait. Une rivière comme ça, c'est difficile à aborder, donc il ne faut pas trop se dire tout de suite « je vais pêcher comme ça ». Il faut plutôt se dire « je vais regarder ce que font les poissons, je vais prendre un moment, je vais regarder comment se différencie le parcours. Est-ce qu'il y a plusieurs secteurs, par exemple, est-ce qu'il y a une portion calme où le poisson sera plutôt en bordure ou dans un profond? Est-ce qu'il y a un rapide où le poisson vient chercher de l'oxygène? C'est ce genre de choses qu'il faut définir. À partir de là, quand on a bien divisé son secteur, il se peut qu'il y ait 3 ou 4 profils totalement différents. À partir de là, il va falloir déterminer comment on attaque le poisson. Donc c'est en fait l'observation du secteur, l'observation de la tenue des poissons qui va nous permettre de définir la pêche du jour. Et ensuite aussi, on va peut-être pouvoir pêcher en sèche parce que peut-être qu'au fil du temps, les éclosions vont apparaître tout doucement. Et dans ce cas-là, on pourra peut-être aussi pêcher en sèche. C'est pour ça que je conseille dès le départ une canne plutôt polyvalente. Je dis 9 pieds, ça peut être une 8 pieds 6, pour soit 4 ou 5, ce qui est une canne courante pour pêcher les rivières françaises et bien d'autres rivières. Je pense que sur la Loue, ça devrait convenir. En fait, quand on pêche au fil comme ça, il faut observer en permanence les déplacements de la soie. J'avais une toute petite nymphe oreille de lièvre casquée. Ça a l'air d'être un très très bel ombre. On va récupérer un peu la soie pour pas mettre le pied dessus. C'est un beau poisson, hein. Les ombres sont très sensibles aux nymphes qui brillent légèrement, malgré que en matinée comme ça on n'a pas tout à fait encore assez de soleil, mais il l'a bien pris. Un très bel ombre. Un ombre qui doit dépasser les 45 cm. Poisson magnifique. Poisson qui doit faire 7 ou 800 grammes. Super poisson. On va le ranimer doucement. Il faut toujours le faire, surtout avec des beaux poissons qui consomment un peu plus d'oxygène que les petits. Enfin, l'eau est très très fraîche, donc voilà. Alors le bas de ligne, c'est toujours un souci pour bon nombre de pêcheurs parce qu'en fait les gens n'ont pas conscience que c'est très très important. Je vais démarrer avec un bas de ligne qui est plutôt long. C'est un bas de ligne qui va me permettre de pêcher tout de suite à vue. C'est un bas de ligne qui fait bien 2 fois la canne. Alors 2 fois la canne, c'est très important parce que quand on pêche à l'arbalète, ce qu'on appelle le lancer arbalète, ce qui est un lancer qui permet de bander la canne et de pêcher très près, la soie n'étant pas dans la canne ne va pas remporter la nymphe vers nous. Elle va permettre tout de suite d'être en action. Ce bas de ligne est, disons, progressif. Il se différencie des bas de ligne dégressifs parce que c'est un bas de ligne qui, en fait, au fur et à mesure que les brins s'amenuisent en diamètre, le fil s'allonge. En fait, c'est pas très compliqué et c'est des bas de ligne qui sont assez longs. Ça permet des posés très délicats, donc c'est un bas de ligne qui va nous permettre d'entrer, de pêcher à vue. C'est aussi un bas de ligne qui permet de pêcher les ombres, c'est un bas de ligne qui permet de pêcher aval, parce que l'ombre se pêche souvent aval en sèche. Et puis c'est aussi un bas de ligne qu'on va pouvoir raccourcir sur la porte-pointe. Mon bas de ligne comporte une micro-boucle qui permet de couper les 2 derniers brins sans raccourcir la totalité du bas de ligne. Donc de ce fait, on va pouvoir simplement raccourcir le porte-pointe, raccourcir légèrement
le bas de ligne et la longueur totale du bas de ligne et ainsi pouvoir pêcher au fil avec plus de discernement de la touche. Ce qui est important dans cette pêche, c'est de toujours bien graisser sa pointe de soie avant de démarrer parce que c'est la pointe de soie qui donne l'indication de la touche. Donc c'est très important. Ah, en voilà un deuxième. Je venais d'expliquer qu'il fallait bien graisser sa pointe de soie, c'est pour ça. La touche est nette. La boucle de soie que je forme en fait à la surface se lève et le poisson est pris. Encore un beau poisson, un peu plus petit que le premier, mais il a pris le plein centre du courant. Il est un peu plus petit que le premier, mais il n'est pas vilain. Hop. Voilà, encore un bel ombre de la Loue. J'ai choisi de démarrer avec une nymphe à billes dorées. C'est une nymphe qui permet de pêcher à peu près dans toutes les situations. Et puis quand on ne sait pas comme ça quel insecte prend le poisson, ça permet d'avoir quelques touches tout de suite. Il est vraiment bien pris celui-ci. On va le ranimer un petit peu aussi. Tout doucement. C'est le poisson qui choisit de repartir toujours. C'est lui qui décide quand il est prêt. Voilà. Alors beaucoup de gens se demandent comment on arrive à voir la touche en fait sans voir le poisson. Parce que bon, dans la nymphe à vue, c'est une prise qui se fait visuellement. En fait, beaucoup de gens, beaucoup de pêcheurs depuis pas mal d'années ont essayé de mettre des indicateurs sur le fil, de mettre des morceaux de mousse, des fils fluorescents qui permettent de voir la touche. Moi je pêche plus simplement. Je dépose simplement ma pointe de soie sur la surface en formant une boucle qui descend de la canne, qui descend du ciot. Et en fait en regardant attentivement cette partie de la soie, donc la pointe de la soie, qui va se déplacer sur la gauche, sur la droite, avancer, parfois se détendre, on peut détecter la touche. L'ombre, qui est un poisson très rapide, provoque des touches parfaites mais extrêmement vives. Donc il faut réagir rapidement, simplement en relevant la canne, parce que si on ferre trop fort, on peut casser. C'est pour ça qu'il faut toujours, dans cette pêche, être très attentif. Voilà, il a pris. En même temps que j'expliquais ce mouvement de la soie, il s'est produit. Donc il faut être très attentif à ce qui se passe. Ah, il s'est décroché. Les ombres de la Loue sont naturellement méfiants et de surcroît, ils ont pour la plupart d'entre eux déjà eu affaire à des moucheurs. C'est peu dire qu'ils ne pardonnent aucune erreur. Alors que certains pêcheurs moins expérimentés auraient insisté sur ce poste, Laurent, lui, a pris la bonne décision en se déplaçant. Car dès son arrivée sur ce nouveau poste, une truite fario s'est laissée tromper par sa nymphe. Une belle truite franc-comtoise, caractéristique de par sa tête forte avec une gueule bien fendue et une robe dorée, recouverte de points noirs et rouges et rayée de bandes foncées qui lui donnent son aspect zébré. Le nom de Régis Gérard est associé à un travail de qualité dans de nombreuses activités, dont celle de guide de pêche. Pour satisfaire ses clients, Régis n'hésite pas à se déplacer partout en France et en Europe. Aujourd'hui, c'est à la demande de Bruno Leroy, pêcheur de Besançon souhaitant s'initier à la pêche à la nymphe, que Régis est venu sur la Loue. La Loue, que ce soit pour moi en tant que guide de pêche professionnel ou pour d'autres guides de pêche qui sont nombreux à venir pratiquer sur cette rivière, c'est une fabuleuse rivière parce qu'elle permet de pêcher un peu toutes les techniques de pêche. On peut bien sûr pêcher la truite qui est présente, l'ombre,
Alors je rappelle que l'ombre est souvent active la journée, hein, ça nous arrange bien parce que si on devait se limiter à pêcher uniquement 2 ou 3 heures à la tombée de la nuit pour faire le coup du soir avec les truites, ça limiterait notre travail. C'est vrai que d'avoir un poisson toujours disponible comme l'ombre, c'est un avantage. De plus, de par sa topographie, sa morphologie, on peut pratiquer toutes les techniques. Alors on va voir aujourd'hui avec Bruno, qui a déjà pris quelques heures de cours avec moi, comment on peut pêcher à la nymphe. On va voir la nymphe au fil, qui est une technique bien précise, qui fait appel à un matériel relativement précis, identifié, et puis la nymphe à vue. Donc on a 2 cannes à pêche qu'on verra très précisément, qui sont adaptées pour ces 2 techniques. Mais on peut aussi pêcher la loue en sèche, bien évidemment, au streamer, les truites, en noyer. Donc vraiment, toutes les techniques peuvent être mises en œuvre. Alors la canne qu'on utilisera pour pêcher au fil, c'est une canne plutôt longue. C'est une canne de marque Highland, 10 pieds, pour une soie de 5. Alors la soie est de couleur assez voyante, justement parce qu'on doit voir le déplacement de la soie lors de l'attaque. Pour ce qui est de la nymphe à vue, on va beaucoup se déplacer, il va falloir marcher pour trouver des poissons qui soient mordeurs. Et on va utiliser une canne plus courte et un petit peu plus puissante au niveau de sa rapidité. Une canne beaucoup plus nerveuse, beaucoup plus rapide. C'est une canne de 8 pieds 6, toujours de la même marque, avec une soie de 4 ou 5. Donc 2 cannes différentes pour pratiquer 2 techniques de pêche en nymphe. Canne longue pour pouvoir soulever, on va le voir tout à l'heure, la bannière, qu'il y a un minimum de soie dans l'eau, et canne plus courte, plus puissante, pour pouvoir projeter une petite nymphe à 8-10 mètres. C'est rare de pêcher beaucoup plus loin. Mais aussi le moulinet est différent. Quand on est en nymphe au fil, sous la canne, eh bien, il faut pouvoir reprendre la soie très rapidement. C'est pour ça qu'on a un moulinet automatique, qui est relativement connu, que beaucoup de pêcheurs utilisent. Tandis que quand on doit déplier la soie et qu'on pêche toujours à peu près à la même distance, eh bien, on n'a pas besoin de reprendre la soie trop régulièrement. Et là, on peut prendre un moulinet avec une bobine beaucoup plus large, qui permet de justement bien stocker cette soie, d'éviter le vrillage, de façon à ce que les lancers soient harmonieux et le plus discret possible. Donc, cannes différentes, soies différentes par la couleur. C'est toutes les 2 des soies de 4 ou 5, mais aussi des moulinets de conception différentes. Tu dois à la fois avancer et prospecter sur le sens de la longueur. Donc c'est que quand tu rentres dans une veine d'eau, eh bien, tu vas aller progressivement, d'abord en pêchant sous la canne, et puis après progressivement, tu pêches de plus en plus loin. À partir d'un certain stade où tu n'as plus tellement la maîtrise de la dérive, c'est-à-dire que si tu pêches trop loin, tu es obligé de confier ta nymphe au courant. Et puis elle évolue comme elle veut. À partir du moment où c'est plus toi qui dirige la dérive, bah, tu avances un petit peu. Donc un petit peu, c'est 50 cm. Et tu refais une nouvelle prospection. Voilà. Ça va t'amener une certaine distance en fonction de la profondeur et tout. Après, tu te déplaces, tu reviens sur le bord et tu reprends une autre zone. Voilà, toujours en démarrant proche de toi et progressivement, en allant de plus en plus loin. Donc là, je pense que tu as fait, on peut avancer de 20-30 cm et on va attaquer le cœur du courant. Donc on va toujours assez doucement, il faut être quand même assez prudent parce que ça descend. Voilà, ça c'est à peu près suffisant. Donc tu redémarres une dérive sous la canne, amont, voilà, tu lèves bien, absolument. Tu l'accompagnes jusqu'au moment parfait, enfin, petit ferrage, et là, un petit peu plus loin. Plus loin peut-être encore. Hein. Oui, voilà. Ce que tu pourras faire, c'est ressortir un petit peu de soie, justement pour aller un petit peu plus loin. Alors la louche, j'y viens plusieurs fois par an, mais surtout en cette époque, en fin de saison, pour faire la fermeture, parce que c'est vrai qu'on a souvent des gros poissons qui sont en mouvement, et puis ça me permet de rencontrer des clients réguliers que je vois d'année en année, et avec qui on peut essayer de voir les différentes techniques. Parce que c'est vraiment la rivière par excellence en fin de saison, moi je rappelle que ça ferme autour du 15 septembre, où on peut toucher des gros poissons. Très grosses truites, très gros ombres, et surtout pratiquer toutes les techniques classiques, ou un peu plus modernes, de pêche à la mouche. Ouais, j'accroche. Donc c'est quoi tes premières sensations là au bout d'une demi-heure par rapport au fait de fouetter? Ouais, la difficulté c'est, comme par définition dans ce type de rivière, tu n'as jamais la même profondeur puis qu'on se déplace pour essayer d'explorer toutes les zones. J'ai du mal à évaluer, si tu veux, comme tu m'as demandé, il faut faire en sorte que la nymphe soit près du fond. Oui. C'est assez difficile et délicat que tu la vois pas, donc c'est uniquement... C'est pour ça qu'on a commencé avec une nymphe lourde, pour que ton fil soit bien tendu, mais c'est vrai que elle descend plus vite. Voilà. Donc maintenant que tu as un petit peu plus de sensations, on va prendre une nymphe un peu plus réaliste, un peu plus légère, et là tu auras l'inverse. Tu auras bien que tu l'accompagnes pour être sûr. Les poissons, on se nourrit de nymphes sur le fond, donc il faut passer dans cette couche proche du fond. Donc c'est vrai que 10 cm trop bas tu traînes, tu t'accroches, 10 cm trop haut, ils montent pas. Ouais. Donc là j'aurais moins de risque d'accrocher. Moins de risque d'accrocher, tu vas sentir à moins. Parce qu'elle va beaucoup plus.
Pêcher la loue au moins une fois dans sa vie, c'est le rêve de bon nombre de mouches. Mais ce ne sont pas seulement les pêcheurs que la loue ensorcelle par sa beauté et son âme sauvage. Les artistes aussi ont depuis toujours été inspirés et fascinés par ces eaux vives, pures et claires. Parmi eux, le fils du pays, Gustave Courbet, le plus célèbre peintre naturaliste français. La loue est aussi un lieu de détente et d'émerveillement pour tous les amateurs de la nature. Dans sa vallée, des espèces rares et protégées, telles le faucon pèlerin, symbole d'un milieu naturel